C'est bon. Bonjour. Bien, bonjour à vous tous et à vous toutes et merci de votre présence et de partager ce nouveau webinaire de l'Institut Mimétis qui va avoir ce soir pour thème phénomènes hypnotiques et phénomènes hypnotiques au service de la thérapie, peur, engagement, authenticité. Donc, je me présente, je m'appelle Eric Bardeux, je suis directeur de l'Institut Mémétis, je suis psychiatre, pédopsychiatre et psychothérapeute et concepteur de la thérapie du lien et des mondes relationnels. Et pour ce soir et pour débattre de ce sujet, j'ai le plaisir de vous présenter Stéphane Radoïkov, qui est psychiatre et qui est directeur adjoint de l'Institut Émergence à Rennes, qui en même temps fait des cours à l'université sur l'hypnose, et Stéphane Roy, qui est oui, psychologue et directeur adjoint de l'Institut Mimétis, et qui est en libéral à Bourges. Voilà, je vous rappelle simplement quelques activités de l'Institut, donc formation hypnose, thérapie narrative, euh, thérapie du lien et des mondes relationnels, et notre congrès que nous allons organiser les 19, 20 et 21 mars 2026 au Palais des Congrès des Sables d'Olonne sur le thème de la transe traumatique à la transe thérapeutique, la puissance du lien, Alors, avec un magnifique plateau d'intervenants, dont Stéphane et Stéphane. Voilà. Donc, je vais vous proposer de prendre la parole et d'échanger donc sur ce thème. Je répète, les phénomènes hypnotiques au service de la thérapie, peur, engagement, authenticité. bon, bah, merci Eric. Euh, Stéphane, si c'est OK, alors ça va créer de la confusion puisque je vais dire Stéphane, est-ce que c'est OK pour toi? Oui, Stéphane. C'est C'est le le- nom, J'aime bien parce que comme mais le fondement de l'hypnose, c'est la synchronisation, là, on a Stéphane R et Stéphane R. Et même exact. si on est en visio, ça me connecte à toi direct. Voilà. Et ben, je voulais commencer déjà voilà, par te remercier d'avoir accepté que nous puissions faire cet échange tous les deux lorsque je te l'ai proposé. On est évidemment tous les deux très impliqués euh, dans la formation, dans le champ de la formation, et y compris de l'hypnose. Et je vais reprendre le thème, dire quelques petites choses, mais reprendre le verbe qu'a utilisé Eric et ce qu'on a convenu, hein, si c'est OK, bien sûr. Si à certains moments, Eric, tu souhaites intervenir, participer, comme on a l'habitude de le dire, de trianguler dans l'échange pour alimenter à partir de ton expérience et de tes connaissances, eh bien, ça sera les interventions seront les bienvenues. Et je voulais juste revenir un instant, donc Stéphane, sur le terme que tu viens d'utiliser, Eric, tout à l'heure, pour faire la présentation, qui est débattre sur le sujet. Eh ben, ça tombe très bien parce que il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai été curieux, j'avais été voir un peu l'origine du mot débattre. Et comme son nom l'indique, débattre, euh, c'est pour ne pas se battre physiquement. Ça tire de ça. Et je trouve que eh ben, le mot est très approprié puisque notre intention, on en a discuté, Stéphane, on en a discuté, c'est voilà, chacun dans nos expériences et nos activités respectives, notre intention commune, partagée de ce soir était de pouvoir bah, mettre justement dans un pot commun euh, notre expérience et nos réflexions autour de cette thématique qu'on a choisie. Voilà, quand je dis ça, est-ce que on est d'accord, j'allais dire, sur l'intention partagée? Oui, moi, ça me va.
On en Ouais. avait déjà parlé au moment où tu m'as proposé de venir et d'intervenir ensemble et que avec les 30 personnes qui sont là connectées et nous, de pouvoir, on va dire, réfléchir ensemble à ce sujet et évoluer tous ensemble, Mhm. moi, ça me plaît bien, ça. Bon, super. Donc, les aborder si on a fait le choix aussi d'aborder euh, bien sûr, on va parler d'hypnose, de l'hypnose, peut-être revenir un peu sur ce qu'on en entend, comment on le vit, etc., à travers nos expériences. Euh, mais l'idée, enfin en tout cas, l'idée première était de revenir sur enfin, si c'est OK pour toi, je réfléchissais à notre sujet et revenir sur parfois peut-être des choses qui vont certainement parler aux personnes qui sont là. Mais quand Erickson pouvait dire, en fait, c'est la relation qui fait l'hypnose en fait. Euh, et peut-être qu'on puisse mettre en avant dans notre échange pour démarrer peut-être notre regard avant d'aller un peu plus vers ce qui touche à la relation thérapeutique et puis la place de l'hypnose à l'intérieur de la relation et puis la place de la relation dans l'hypnose, bien évidemment. Euh, peut-être de partager ensemble notre vision de l'hypnose relationnelle, on pourrait dire ça comme ça. Est-ce que ce terme te convient et te parle? Là, en t'écoutant, je rebondis sur le titre en me Vas-y. disant on l'a formulé d'une manière, on aurait pu le formuler exactement à l'inverse. On a mis les phénomènes hypnotiques au service de la relation, on aurait pu très bien mettre la relation au service de l'hypnose. Mhm. Quand j'ai découvert l'hypnose il y a 13 ans et que j'ai commencé la formation de base vraiment initiale, tout début, je voyais vraiment l'hypnose comme une mécanique. Et donc, on Mhm. apprenait en plus la technique comme une mécanique avec l'induction et les suggestions. Et en fait, je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps, je pense qu'il n'y a même pas un an, que ce qui activait l'hypnose chez l'autre, c'était pas vraiment mon protocole d'induction, c'était le mode relationnel qui nous animait. Mhm. Mais quel que soit celui-ci d'ailleurs, qu'on soit dans la synchronisation, que je sois dans la soumission ou que je sois même dans la domination, ça peut induire l'hypnose dans tous les cas. Mhm. Et donc, je me suis dit que c'est la relation qui est en quelque sorte première à des phénomènes hypnotiques. Mhm. Donc ça pose la question de ce qu'on entend par hypnose. C'est la réflexion qui me vient là en t'écoutant. Ça pose la question de ce qu'on entend par hypnose. Si on est sur, et certainement un peu de tout ça, mais dans une vision où on est plutôt centré sur l'état hypnotique, Voilà. on est en train de parler d'un processus qui est en train de se dérouler. Est-ce que on est en train de mettre en avant plutôt un phénomène relationnel et qui va se décliner à travers un certain nombre de caractéristiques, certainement, certainement un peu des trois, mais je vois que aussi tu mets beaucoup en avant et tu disais ce que j'ai pu observer, c'est d'abord la dimension relationnelle dans la pratique de l'hypnose, en mettant de côté ce qui relèverait comment on pourrait dire, des protocoles, des scripts, c'est ça? Oui, c'est bien que tu précises ça parce qu'il y a toujours une confusion qui reste et qui demeure même auprès des instances, des consoeurs, confrères, de l'ordre des médecins, tout ça, entre l'hypnose technique et l'hypnose état neurologique et l'hypnose un peu idéologie de thérapie. C'est vraiment pas la même chose. Et là, je parlais spécifiquement, quand je parlais d'induction, je parlais de l'état hypnotique en termes cérébral, qui peut être activé par plusieurs modes relationnels. Je parlais Mhm. plutôt de ça tout à l'heure. Ouais. C'est bien de préciser ça. Et peut-être que dans la suite de notre discussion, on peut continuer à préciser de quoi on parle, parce que de contextuer de quelle hypnose on parle. Bah, je trouve que si tu me permets de rebondir un instant, justement, quand tu dis de contextuer, de contextualiser, euh, on a l'habitude en tout cas, l'expérience nous montre que euh, l'hypnose, si on est d'abord sur cette thématique-là, l'hypnose pour l'hypnose ou l'hypnose en soi, en fait, a pas beaucoup au risque d'être un peu direct, mais n'a pas beaucoup de sens finalement
si l'hypnose n'est pas portée à la fois par, effectivement, j'allais dire, une intention, euh, des attentes, des objectifs, un objectif et un contexte Mm. d'intervention. Donc, Oui, hein, dans ce méandre de l'hypnose aujourd'hui, je pense que l'hypnose prend tout son sens, effectivement, quand on y accole, au moins, en tout cas, l'intention portée d'un côté chez le thérapeute et de l'autre chez le patient, et une direction, un objectif commun. Peut-être que là, c'est là où on commence à définir, euh, je dis bien on commence, à définir peut-être ce qu'on va entendre par relation et à voir comment après l'hypnose ou le processus hypnotique favorise l'installation et l'ancrage de cette relation-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. oui, l'intention et l'objectif commun me paraissent essentiels pour avancer ensemble dans la même direction. Parce que si l'intention du thérapeute, elle est isolée de celle du patient, ou alors qu'il y a le malentendu entre les deux sur ce qui est attendu, bah, ça amène aussi à pas mal d'obstacles derrière. Quand les patients se font une représentation de ce qu'ils peuvent obtenir de notre aide et nous, on arrive avec notre propre idée de ce qui va être la bonne manière de les aider. Et ça me semble nécessaire qu'on ait quand même une idée, un minimum de ce qui est la bonne manière de les aider, même si on peut se tromper derrière. Parfois, bah, il y a des décalages. Et Mm. ça m'est arrivé très souvent, ça, notamment dans l'hypnose, où la personne, elle est dans son imaginaire. Moi, je ne sais pas forcément où elle en est et de ce qui se passe. Et il y a plein de fois où j'ai fait des hypothèses, où je croyais savoir où on en est, et c'est à côté de la plaque. Donc, le fait d'avoir un feedback permanent, c'est ce que j'ai aussi remarqué dans nos séances avec les patients. C'est important, l'interactivité. Et que ce ne soit pas juste le soignant qui a son intention, le patient la sienne, et puis nous, on déverse notre connaissance ou notre savoir-faire sur l'autre. C'est pas ajusté, ça. Oui. J'entends là quand tu dis ça, effectivement, parce que il va y avoir parce que l'hypnose et représentation, je crois, vont bien ensemble, hein, c'est-à-dire, puisque il peut y avoir une multitude de représentations liées à la pratique et les attendus. Et quand tu parles de pouvoir rentrer, justement, plutôt être dans on pourrait dire, hein, une vision plus circulaire que linéaire, qui est plus dans l'échange euh, et pratiquer l'hypnose, euh, favoriser euh, l'apparition de phénomènes hypnotiques ou amplifier, s'appuyer sur des phénomènes qui peuvent apparaître en séance, euh, en fait, c'est une nécessité, oui, de favoriser une circularité et que, contrairement à ce que parfois les images sont véhiculées, où on verrait un opérateur d'un côté pratiquant l'hypnose d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on lit d'ailleurs hein, dans l'hypnose, pratiquer l'hypnose sur quelqu'un. Euh, et on est évidemment, c'est très différent de pratiquer l'hypnose avec ou ensemble. Entrons dans une relation euh, qui va favoriser chez l'un et chez l'autre, donc thérapeute et patient, je veux dire, on pourrait dire ou ce qu'on appelle cette fameuse, l'installation par le fond de cette fameuse bulle qui va nous envelopper, à l'intérieur de laquelle on va pouvoir travailler, en tout cas avec autant que possible, autant que faire se peut, avec le plus de sécurité et d'enveloppement possible. J'ai une question à te lancer. Vas-y. Donc, tu parles d'interagir, de circularité et de créer une bulle relationnelle qui permet de travailler. Et si on passait un peu en revenant à notre thème à partir de ça, de quelle manière les peurs ou les difficultés à s'engager, parlons d'abord du thérapeute, peur de s'engager, enfin peur ou difficulté à s'engager,
comment ça entrave l'authenticité qui est pourtant essentielle à cette circularité? Tu dirais quoi en premier Bah, qui te vient là? par rapport aux trois points qui évidemment circulent et interagissent, peur, engagement, authenticité, euh, je dirais, tu vois, pour démarrer, en réponse à la question, si on va un instant sur les peurs, ce que, en tout cas, dans le cadre de, je veux dire, des formations, par exemple, qu'on peut dispenser, des échanges qu'on peut avoir avec les personnes qui sont en apprentissage, euh, les peurs peuvent porter euh, euh, sur des aspects, euh, je vais le dire dans le désordre, mais par exemple, de vulnérabilité. Moi, j'ai pu entendre, voilà, il n'y a pas si longtemps que ça encore, euh, et on comprend tout à fait, euh, des stagiaires, des apprenants, thérapeutes qui se forment à l'hypnose, pouvant dire, je vois bien que cette pratique-là m'amène m'amène à me connecter aussi, par exemple, m'amène à me connecter à mes propres perceptions. Et je vois bien que c'est aussi par ça que ça va passer, euh, puisque notamment bah, mon corps et ce que j'en perçois peut me servir aussi d'appareil d'une certaine manière de biofeedback relationnel de ce qui se passe au contact de mon patient. Et une des peurs que j'ai, c'est de pouvoir être envahi, euh, débordé, par exemple, euh, par mes propres perceptions. C'est intéressant d'ailleurs cette peur-là, notamment, parce que finalement, ce qu'on se rend compte, et ceux qui comprennent les phénomènes paradoxaux ne seront pas surpris, c'est-à-dire que finalement, le fait de justement de lutter contre ou parfois de ne pas se laisser imprégner par ses propres ressentis et perceptions, et qui pourrait amener d'ailleurs à une vision très opérationnelle, opératoire de l'hypnose bah, finalement, va amener la personne à être en lutte aussi contre elle-même. La lutte, bah, cette lutte, évidemment, elle va imprégner toute la sphère relationnelle et la bulle thérapeutique qui est présente chez le patient. Donc, tu vois, c'est ça que ça met à ta question et en lien avec le sujet, bah, par exemple, voilà, voilà ce que ça peut m'évoquer. Euh, Chez toi, je sais pas, tu as des exemples où il y a une situation qui te vient, où euh, patient, stagiaire, euh, ou En fait, j'ai des exemples qui me viennent ouais, sur des thèmes un peu éloignés de ce que tu dis. Je préfère rester proche de ce que tu dis et peut-être y revenir après, même si j'ai toujours mon exemple dans la tête. vas-y. Mais j'ai un exemple en rapport avec ce que tu viens de dire. Cette peur de la vulnérabilité qui amène à la lutte, euh, c'est ce qui s'est passé ce matin parce que j'ai passé une sale nuit. Et avant même qu'on se connecte ce soir, je me suis dit, zut alors, je vais pas y arriver, ça va mal se passer. Euh, euh, c'est pas habituel pour moi de ne pas dormir. Et donc, une nuit trop courte, amenée par un contexte émotionnellement intense, bah, forcément, ça m'amène à lutter et chercher à surcompenser. Et finalement, la meilleure solution, c'était de faire une sieste cet après-midi. Mhm. Et pour pouvoir à nouveau accueillir ne serait-ce que la possibilité de l'engagement et de l'authenticité et même de la vulnérabilité. Mhm. Sinon, je n'aurais pas fait cette sieste, j'aurais été dans un état de, comment dire, de lutte ou de résistance qui aurait amené soit à des mécanismes de défense, voire de rejet, euh, voire passif-agressif. Et c'est ce que je remarque aussi beaucoup chez mes collègues. Quand les collègues sont fatigués ou mal dormis, ou qu'ils ont des soucis mais qu'ils ne savent pas comment les résoudre, ou que c'est en cours d'être résolu mais que c'est pas fini, le côté prendre soin de soi, quoi, eh ben, ça peut t'amener à devenir désagréable, chiant, négatif, hyper négatif. On parle parfois de personnalité difficile à l'hôpital. Je- Moi, j'aime pas dire ça. C'est pas personnalité difficile, c'est personne qui est dans un contexte ou une situation qui l'amène à avoir un comportement moins agréable que les autres. Et qu'est-ce qu'il faut faire sur le sujet ou qu'est-ce qu'il y a besoin de faire ou de qu'est-ce que ça traduit comme besoin derrière. Voilà, c'est ça que je dirais.
pour pouvoir toujours se connecter quand même à la vulnérabilité, que c'est pas la fin du monde et qu'on va pas s'effondrer juste parce qu'on se sent vulnérable à un moment. Mhm. Euh, et tu permets, tu vois, ça me fait faire le lien à travers les exemples que tu donnes. Euh, voilà, souvent, on parle, c'est pas forcément réservé que à l'hypnose et à la pratique de l'hypnose, mais lorsqu'on parle notamment de résistance, tu vois. Lorsqu'on parle de résistance, toujours intéressant peut-être de voir les résistances, ce qu'on appelle, voilà, c'est le terme un peu utilisé comme ça, de manière certainement de manière abusive, mais ce qu'on appelle les résistances, c'est toujours, si on le met sur un mode relationnel, interactionnel, c'est toujours de se re-questionner sur finalement si on sent des réticences ou des inquiétudes ou des peurs, justement dans la pratique et en lien par exemple chez les personnes que nous pouvons accompagner. euh, euh, c'est comment on va pouvoir aussi donner forme à ce qui appuie ou exerce ou crée justement des points de frottement et activer ces résistances chez le patient. Parce qu'il y a quand même il y a quand même quelque chose qui est important en fait. Euh, la pratique de l'hypnose, je veux dire, tout le travail que l'on sait faire, euh, j'allais dire d'accordage, de synchronisation, euh, bah, va favoriser, on le sait bien, va favoriser, je veux dire, le rapprochement et de favoriser un travail de coopération euh, patient-thérapeute. Mais euh, il est indispensable de commencer déjà par pouvoir identifier chacun, quand je dis chacun, et y compris chez soi-même, euh, ses propres points de frottement et justement ses propres résistances à pouvoir aussi rentrer en relation. Je pense que en tout cas, l'expérience moi, me montre que c'est aussi une peur importante et c'est la raison pour laquelle on observe parfois une pratique de l'hypnose comme un outil où le thérapeute bah, ne va pas, par protection, par défense, par peur, ne pas s'impliquer, s'engager euh, euh, pleinement en ayant une utilisation, oui, qui va rester très portée sur la technique en, en réalité. Qui ne fera que augmenter justement la difficulté de pouvoir justement on va dire, favoriser la rencontre de deux mondes relationnels, comme on aime le dire. Hein. Euh, Alors j'ai envie de rebondir à ce que tu dis avec deux parties chez moi, Vas-y. en réaction à ce que tu dis. Et c'est aussi un paradoxe de la thérapie. J'ai lu beaucoup d'auteurs quand j'ai appris au début, tu vois, je lisais les Américains, ceux qui ont les Mm. fondateurs de la thérapie moderne, les différents courants, que ce soit l'hypnose, que ce soit la thérapie familiale, enfin, je veux dire, les thérapies brèves, tout ça, ça s'est beaucoup développé aux États-Unis. Je lisais directement ces auteurs-là. Et souvent, ils donnaient l'exemple, c'est au thérapeute de prendre la responsabilité quand, par exemple, ça avance pas ou quand ça résiste, de dire, bah, écoutez, peut-être on s'y est mal pris, on va faire autrement. Ou, je vous ai pas donné la bonne tâche thérapeutique, excusez-moi, c'était trop dur, je réajuste. Il y avait un truc comme ça, de l'ordre de le thérapeute doit prendre la responsabilité du processus. Mais il y a un truc très paradoxal qui est que à la fois quand tu prends la responsabilité, donc tu te mets en position de force et tu es responsable et donc tu es censé y arriver, ce qui va activer les angoisses de performance. Et en même temps, tu sais qu'il y a un autre message qui est, tu dois quand même porter la possibilité d'humanité, qui est donc la possibilité d'être vulnérable et de ne pas tout savoir, et qui du coup t'amène à parfois avoir des doutes, voire à ne pas savoir quoi faire, voire même à être débordé. Mm. C'est très paradoxal. Et les deux sont nécessaires à faire avancer le soin psychologique. Mais c'est probablement merci pour voilà ce que tu es en train de dire là, c'est probablement le propre finalement peut-être de toute pratique de soins, de toute pratique thérapeutique, d'être constamment. Enfin, en tout cas, c'est une vision que j'ai. Cette, j'allais dire cette dualité, mais c'est pas ça en fait. C'est plutôt, je crois que le long terme, ce serait plutôt une dialectique, quoi. En fait, c'est comment les deux positions sont parfaitement OK
Parfois, on dit sur le fond et la forme, ou voilà, on peut faire preuve de, comme tu le dis, partager de dévoilement, faire preuve de vulnérabilité, ou exprimer les difficultés qu'on rencontre, ou dire juste je ne sais pas, ou je ne sais pas comment m'y prendre, ou là, je me sens perdu dans ce qui est en train de se passer. Et en même temps, avoir une tenue, et pourtant, et en faisant ça, je trouve que c'est une tenue du cadre aussi qui continue d'exister. Et c'est toute la finesse et, je trouve, la puissance de, euh, et je veux dire, l'intérêt, et c'est ça qui est riche dans toutes les pratiques, et y compris dans la pratique de l'hypnose, où, je veux dire, peut-être que ces phénomènes-là, justement, tu vois, de dualité, mais dans la complétion, en fait, hein, c'est pas dualité dans l'opposition. Comment on les fait, justement, comment on les fait cohabiter déjà, enfin, en tout cas, chez le thérapeute. Tu vois, mais j'entends tout à fait ce que tu dis sur cette difficulté euh, qui fait que comment est-ce qu'on agit et comment est-ce qu'on triangule avec ces deux niveaux-là en même temps, en fait. Effectivement. Là, ça me fait associer à un chirurgien que j'ai connu en 2011 et qui m'avait dit, soigner les gens, c'est pas faire comme dans le livre, c'est faire comme dans le hors-livre. Tu dois connaître le bouquin, mais tu Mm. dois aussi t'adapter à ce qui se passe. Et dans mon soin psychiatrique, c'est pareil. Moi, j'aime bien avoir des idées très claires. Voilà, un soin de patient psychiatrique, ben, je veux dire, je sais pas moi, voilà, quelqu'un qui a des TOC, ben, on sait que médicament plus thérapie, ça fait mieux que médicament tout seul ou thérapie tout seul. Donc, si tu veux, c'est comme un réflexe chez moi. Quelqu'un vient me voir avec un TOC, forcément, je vais lui proposer et les médicaments et la thérapie. C'est un réflexe. Mais ça n'empêche pas, et c'est ce que j'ai appris avec vous deux, ça n'empêche pas aussi de s'ajuster à ce qui se passe en cours de route, à pouvoir se tromper, à pouvoir le reconnaître, à pouvoir observer nos propres ressentis et utiliser ça aussi au service de ce qui se joue, au-delà des connaissances qu'on doit avoir quand même de base qui me semblent importantes, des connaissances de nos aïeux, de la transmission orale, mais aussi de la transmission écrite, des études cliniques, de la littérature scientifique, des nouvelles études qui sortent. Il faut se baser un petit peu sur là, je pense des études l'année dernière sur la thérapie comportementale dialectique chez les ados bipolaires. Je veux dire, c'est un article là qui me revient en tête comme ça, mais tu sais, c'est se baser sur les connaissances un peu fondamentales et théoriques, et en même temps observer le contexte de ce qui se joue là, à ce moment-là, comme quelque chose de très important, peut-être même plus important au moment même, euh, mais avec la toile de fond quand même pas seulement du cadre, mais des connaissances de base où on a une idée d'où on va. Voilà. C'est important ce que tu dis, c'est-à-dire que effectivement, euh, la pratique prend son sens à la fois dans une liberté, et je trouve que l'hypnose apporte ça, une liberté, une créativité dans le présent, je veux dire, dans l'ici et le maintenant, euh, et ça peut se faire parce qu'il y a aussi en toile de fond une structure. Je ne sais pas, quand on voit des artistes, tu vois, je sais pas, je pense aux trapézistes par exemple, où des fois on voit cette fluidité en fait, et on voit ces micro-mouvements et cette manière de se rattraper au dernier moment, et on ne sait pas si ça frôlait l'accident ou si c'était volontaire, mais enfin en tout cas, il y a toujours cet ajustement euh, en permanence. Et on sait bien, mais on ne le voit plus, on sait bien à quel point derrière il y a cette réflexion, ces heures de travail. Et il y a et parfois, quand on est perdu, quand on disait oui, bah, ce pouvoir se repérer sur la carte et revenir pour mieux revenir ensuite retourner à la relation, euh, ça nécessite euh, bah, beaucoup j'allais dire, et on l'a pas mis encore, mais évidemment, euh, la pratique de l'hypnose et de toutes les approches où, je veux dire, les phénomènes hypnotiques, quels qu'ils soient, sont à l'œuvre, nécessitent et demandent euh, un grand sens, un entraînement de l'observation. Hein, si on reprend les fameuses observations de ce qui se passe chez soi, enfin en termes d'influence, euh, les effets chez moi de ce qui se passe de ce que produit l'autre, et inversement, voilà, comment ça réagit chez l'autre à travers mes interventions.
garder cette position de recul, décentrée, cette position méta, toujours dans l'ici et le maintenant, demande, j'ai envie de dire, j'ai parlé du trapézisme, mais je sais pas, j'aurais dû utiliser la métaphore ou l'analogie du jongleur, quoi, en fait, hein. Euh, donc oui, il y a une nécessité toujours d'être presque, allez, ben on y va, puisqu'on va faire toutes les activités du cirque. Je sais pas, celui qui, celui qui est sur le fil, là, qui marche, l'équilibriste, euh, en permanence, quoi, en fait. Donc, oui, ça nécessite à la fois d'être actualisé sur les connaissances euh, et en même temps un rapprochement très important euh, sur ce qui se passe dans l'instant présent. Je crois que la pratique nous amène aussi à faire acte de... Alors ça, dit comme ça serait pas forcément bien... c'est peut-être pas bien dit quand je dis faire acte de présence. C'est pas une c'est pas une bonne expression parce qu'en français faire acte de présence c'est être présent mais par son absence quoi d'une certaine manière ou être là mais alors que en fait évidemment quand je dis faire acte de présence je parle de présence quand on dit présence thérapeutique c'est d'incarner aussi d'incarner une présence. Euh, et je trouve que justement, bah, tu vois, évidemment, ce que tu exprimes active pas mal de choses chez moi. Et si on revient à la question notamment des peurs de l'engagement et de l'authenticité, bah, euh, à travers, je veux dire, l'observation chez soi et chez l'autre, je trouve, bah, favorise et permet justement une qualité de présence. Et qui dit qualité de présence, là je te laisse la parole, hein, si ça active des choses, qualité de présence veut dire pouvoir je sais pas comment le dire autrement, mais de se dépouiller, d'être épuré euh, euh, et de mettre en arrière-plan euh, toutes ces connaissances qui sont très précieuses. Parce que finalement, on pourrait dire la connaissance, c'est l'interaction, on pourrait le dire comme ça. Peut-être les connaissances, puisque tu as utilisé le terme, je crois. Les connaissances, ça pourrait être l'interaction entre mon savoir, euh, mon savoir théorique et mon savoir expérientiel. Et, euh, et ça, dans la pratique et dans l'émergence des phénomènes, je pense que euh, la part de ce que nous sommes dans l'authenticité en tant que personne, elle est essentielle, vraiment. Si vous me permettez, si tu me permets, Stéphane, Bien sûr. ça m'amènerait une petite question aussi, puisqu'on parle de la peur et de l'engagement. Mm. Et quand on parle des phénomènes hypnotiques et de l'hypnose, ça pose la question aussi de la représentation que, me semble-t-il, que le patient va avoir du thérapeute ou de la thérapeute, car même encore aujourd'hui, chez un certain nombre de personnes, euh, la question se pose, c'est mais si l'hypnose est utilisée, est-ce que l'autre va pas en profiter pour me manipuler? Mm. Ça, je sais pas, tu veux réagir, Stéphane? Avant de réagir, j'aurais bien aimé que Eric aille un tout petit peu encore plus loin dans ce qui l'amène à dire ça. Dans, comment dire, quand tu dis ça m'amène une question. Si tu as, donc, est-ce que l'autre va pas en profiter de moi? Cette peur des patients, tu voudrais amener quoi, on va dire, dans la Ah, réflexion de la posture du thérapeute? les gens vont essayer, les gens vont, comment dirais-je moi, souvent vont commencer par avoir une représentation du thérapeute ou de la thérapeute dans dans une posture d'autorité et de savoir de type. Mm. Et, euh, et donc la représentation qui va être emmenée de l'hypnose une- risque d'être une représentation d'une hypnose qui est, qui est une hypnose de pouvoir. Et que Mm. et ce d'autant que contrairement, par exemple, si je prends l'exemple avec l'acte médical, il va être immédiat. Par exemple,
Si j'utilise l'hypnose, je ne sais pas, pour faire une injection, l'injection, elle va être immédiate, elle est présente, elle est visible. Dans le champ de la thérapie, euh, ce à quoi vont être utilisés les phénomènes hypnotiques ne sont pas évidents de manière immédiate. Alors là, je ne sais pas pourquoi ça m'associe à une discussion que j'ai eue hier avec mon collègue Claude Virault. Donc je l'amène là à cet instant parce que il a été invité il n'y a pas longtemps à un procès en tant qu'expert sur l'hypnose pour donner son avis, etc., sur l'emprise potentielle, la sidération, comment l'hypnose peut mettre quelqu'un en vulnérabilité d'être agressé et, sexuellement, et la position de savoir. Et ça nous a amené à parler au risque des dominations et à l'hypnose de spectacle. Et Mm. tout ça parce qu'on a eu un sujet il n'y a pas longtemps sur ça, qui m'a amené hier à publier une vidéo sur ça. Enfin bref, donc on parlait de la domination et de la peur de la personne. Et on débattait justement, qu'est-ce qu'on fait si un patient nous demande, mais est-ce que vous n'allez pas me faire passer pour un poulet dans la séance? Est-ce que vous n'allez pas... Et on s'est rendu compte, Claude et moi, qu'aucun patient à nous ne nous avait jamais demandé ça. C'est-à-dire, ça peut arriver à d'autres, mais comme par hasard, nous, ça ne nous est pas arrivé. Ou, je veux dire, personne m'a demandé, je suis désolé, est-ce que vous n'allez pas abuser de moi pendant ma séance d'hypnose? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se joue dans le non-dit et dans le non-verbal, ou peut-être dans les représentations du soignant aussi. Mm. Si on est nous-mêmes les soignants fascinés par la domination, ou si on est nous-mêmes fascinés par le spectacle, ou si on est nous-mêmes fascinés par l'illusion de la position de savoir, parce qu'on a envie d'avoir l'air intelligent avec une grande bibliothèque, avec 1 million de livres, etc. Si on porte ce message-là d'autorité, je pense que c'est très rapide pour les patients, comme un miroir, de s'ajuster à ça. C'est dès l'entrée dans la pièce, ou là, je suis avec un prof, donc je me mets comme un petit garçon de 6 ans avec la maîtresse qui va m'engueuler. Et je pense que ça se joue très vite. Et si on ne s'habitue pas à le déconstruire chez nous, tu parlais tout à l'heure de dépouiller et d'épurer, Mm. d'accepter d'avoir l'air débile ou d'accepter de pas savoir ou d'accepter de, comment dire, de pouvoir partager quelque chose simplement. Ou que quand un patient me demande juste «Bonjour docteur, ça va?» Bah, de pouvoir répondre simplement «Bah oui, il y a des trucs qui vont, il y a des trucs qui vont pas», mais de pas commencer à renvoyer le sujet tout de suite. «Ah, si vous me dites ça, qu'est-ce que ça dit de vous? Pourquoi vous me demandez si ça va?» Il y a quelque chose autour aussi de la simplicité des relations humaines. Et nous, parfois, les soignants, on a tendance à les compliquer par excès de professionnalisme, parce qu'il faut quand même avoir l'air sérieux, il faut quand même avoir l'air professionnel, et qui finalement, sous un air de sérieux et d'engagement, donne en fait un message de doute, de distance, voire même de rejet. Mais je crois qu'il y a eu, merci, enfin, mais justement, je dirais que je crois qu'il y a eu une confusion sur la question de la distance. Quand on parle de distance professionnelle, euh, le problème, c'est que à cette distance professionnelle, on y a mis une distance euh, physique, en fait, Et affective. et affective, oui, affective, effectivement. Alors que, quand même, avec l'expérience, on voit bien que je veux dire, en tout cas favoriser, je dirais, le changement ou pouvoir faire émerger quelque chose, euh, euh, bah, ça passe par, justement, ça passe par cette dimension-là, la dimension affective. Donc, c'est quand même un comble de devenir, d'utiliser, par exemple, une approche qui, par définition, euh, devrait favoriser, justement, euh, la proximité, puisqu'on parle de proxémie aussi, hein, d'ailleurs, en hypnose, euh, favoriser l'accordage, la synchronisation, une congruence, et bien finalement de l'instrumentaliser à des fins de pouvoir. Et je pense que j'ai été sensible à ce que tu dis, c'est que ça veut dire que en lien avec ce que tu as dit, Eric, sur la représentation du patient, eh bien effectivement, au miroir, il y a aussi les représentations du thérapeute, de celui qui va utiliser, pratiquer, à travailler aussi sur ses propres représentations euh, dans l'utilisation de la pratique. Ah, j'aime bien le commentaire de Mathieu. Et Mathieu propose de parler de proxémie thérapeutique plutôt que de distance thérapeutique. Oui. C'est de le dire pareil, mais de l'autre côté, c'est comment on se rapproche. Bah oui. Comment on se rapproche des gens? Comment on s'autorise? Bah oui.
Bah, là, ça m'associe forcément à un autre mot, du coup. Me vient un mot qui est la faute et la performance. Parce que j'ai baigné là-dedans depuis mon plus jeune âge, à l'école, dans un monde de rivalité de qui allait avoir la meilleure note. Et en plus, le pire, c'est que je m'en sortais pas si mal, donc ça me confortait dans l'illusion que c'était bien et que ça faisait de moi une belle personne. Alors que c'est une connerie, on est tous des belles personnes de base. Et donc, c'est ce qui amène aussi à une peur terrible chez les soignants, la peur de mal faire. D'autant plus qu'on est à une période où il y a beaucoup de procès, et la moindre faute se finit en procès. Donc, on ne voit plus que c'était une erreur. L'erreur arrive, l'erreur fait partie du soin, on peut se tromper. Ça, c'est un truc qui se joue beaucoup, selon moi, dans la peur du thérapeute à s'engager. C'est un truc, je pense que par peur de faire une faute, on loupe un milliard d'opportunités, alors qu'en réalité, les fautes qu'on fait réellement sont beaucoup plus rares. Bien, tu veux réagir? Oui, ça m'a amené à poser une question. Est-ce que, est-ce que ce n'est pas aussi amplifié, en tout cas pour ce qui concerne l'hypnose, par, par focaliser sur la réussite de la séance ou de la technique hypnotique? Je ne sais pas. Je ne sais pas si l'hypnose, en tout cas dans le cadre de, de la thérapie, je ne sais pas si l'hypnose peut devenir une fin en soi. Et je ne crois pas que l'hypnose comme fin en soi euh, ait un effet véritablement thérapeutique. Bah, Voilà, en tout cas, je vous ouais, pose ouais, non, ce non, mais sujet-là. c'est une bonne question. Effectivement, si on en attend, que ce soit d'un côté ou de l'autre, dans la diade, si on en attend, c'est-à-dire un résultat, un effet, euh, il peut être éventuellement à l'issue d'une séance, euh, peut-être de l'ordre du ressenti ou de la perception. Imaginons que la personne dise, ah bah oui, tiens, je ressens une tranquillité, un apaisement. Euh, mais encore une fois, c'est-à-dire que je pense que ces effets qui potentiellement peuvent se produire, par exemple, à l'issue d'une séance en utilisant des outils de l'hypnose, pourquoi pas? Mais ce ne sera, enfin, de mon point de vue, ce ne sera qu'une étape euh, qui permet ensuite de se connecter ou d'accéder à autre chose. Dit autrement, pour être tout à fait clair, c'est-à-dire que bah, et maintenant que vous ressentez ce calme et cette tranquillité, cet apaisement, et que c'est déjà pas mal, on peut se poser la question de savoir, très bien, et maintenant, à partir de cet état lié aux effets de notre séance, ça vous amène, par exemple, à faire quoi ou en faire quoi, en fait, finalement. Tout est une question, c'est pour ça qu'il faut revenir aussi sur la question ouais, de l'objectif, finalement, euh, de l'utilisation. euh, de l'utilisation de l'hypnose. Mais c'est vrai et que c'est toujours délicat, en fait. Encore une fois, là, moi, ça me met toujours en difficulté. Quand je dis ça, j'ai l'impression d'utiliser des mots, en fait, mais c'est pas tout à fait ce que ça veut dire d'utiliser l'hypnose. Effectivement, si on est dans une vision structurée d'une séance classique avec, on fait une induction, on crée une dissociation, on travaille sur le problème, je sais pas, à travers l'intermédiaire de métaphores ou on réassocie une sortie de transe. Peut-être, je pourrais dire ça, oui, faire de l'hypnose, utiliser l'hypnose. Mais c'est vrai à partir du moment où on est dans une pratique où on va être beaucoup plus centré. Et je sais que, enfin, donc, Stéphane et Eric, évidemment, je ne peux pas faire comme si vous n'étiez pas sensible à ça. Donc, euh, où on va être dans l'observation minutieuse de ce qui se dit, de ce qui s'exprime, de ce qui se voit, de ce qui se perçoit, de ce qui se ressent. Euh, évidemment, c'est là où on va rentrer dans une utilisation enfin, dans quelque chose de beaucoup plus processuel dans dans le travail. Et là, à ce moment-là, oui, on est moins dans une approche, et c'est pas une critique que je formule, c'est juste que c'est important de connaître et de connaître les deux, d'ailleurs, certainement dans une approche qui est peut-être pas aussi structurée dans la construction d'une séance, même si en réalité, c'est pas tout à fait vrai. En réalité, quand on est dans une approche processuelle, mais
comment apprendre à faire davantage avec ce qui est en train de se présenter. Pour ma part, je trouve que bah, aujourd'hui, je dirais là où j'en suis de mon expérience, j'aurais pas dit ça quand je me suis formé, je sais plus, en 2005 ou 2007 à l'hypnose. J'aurais peut-être pas dit ça à ce moment-là, je n'avais pas le recul. Aujourd'hui, effectivement, l'approche est une approche beaucoup plus bah, dans l'utilisation de la pratique qui est beaucoup plus on va dire, conversationnelle peut-être. Hein. Je pourrais dire les choses de cette manière-là. Je voudrais revenir à notre thème de l'engagement. Quand tu as dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça vous amène cette séance à faire? Moi, j'entends, comme dit mon ami Jacques Auger, l'action engagée. Mm. Et quelque part dans l'engagement, dans le thème qu'on avait imaginé, moi je pensais initialement à l'engagement des soignants et des soignés ensemble dans le but commun. Mais c'est là où tu m'évoques quelque chose qui dépasse ce cadre. On crée un contexte pour que ça permette quelque chose d'autre. On ne se voit pas juste pour passer un bon moment. Même si, parfois, on dirait que c'est ça, les soins psychologiques. On passe pas juste un bon moment. Ou on passe pas juste un mauvais moment. Parce que certaines séances, c'est vraiment un mauvais moment à traverser aussi. C'est l'action engagée. Qu'est-ce que ça amène à faire derrière dans votre vie? Cette action engagée, cet engagement, ça me paraît essentiel. C'est le cœur de ce qu'on fait. Et d'ailleurs, ça dépasse même de loin l'hypnose. Je trouve que l'hypnose, ça permet par l'utilisation de l'imaginaire de se connecter à des ressources. Donc c'est un très bon champ de ressources, l'hypnose. Mais derrière, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça au service de la vie de la personne ou de sa situation, etc., de ses valeurs. Et ça rejoint qu'on fasse des TCC, qu'on fasse de la dernière vague, là, la thérapie d'acceptation d'engagement. Et même, je veux dire, même pour comment dire, les relations humaines au-delà même des soins et de la thérapie. Quand on va acheter un pain, comment on achète son pain et comment, comment ça se manifeste, comment on vit la vie qu'on vit. C'est des questions depuis la nuit des temps, autour de l'action engagée. Et dès qu'il y a de la dissociation ou du doute, ou je ne sais pas quoi en faire, d'un côté j'ai envie de le faire, mais j'ose pas, mais je pourrais, mais je ne sais pas comment le faire, mais je pense que je vais pas y arriver, ou je vais pas être soutenu, ou on va me critiquer. Et ben c'est là où ça commence à... Je rejoins le truc de la performance ou de la faute. Et donc là, on va tous rater. Patient rate, soignant rate. Ouf, là, je repense à deux exemples un peu douloureux, mais qui sont fondateurs pour moi. J'ai envie de vous témoigner de ça. C'est ce qui m'a amené en grande partie à faire psychiatre. J'ai un côté rebelle, moi. J'ai un côté réformateur des systèmes, depuis que je suis né, je pense. Et les deux stages de psychiatrie qui m'ont le plus choqué, c'est finalement ce qui m'a amené à faire psychiatrie, encore plus que l'inspiration qu'était Eric à l'époque. Il y avait un côté colère. Mais je ne comprenais pas pourquoi j'étais autant en colère. C'était un besoin d'exprimer une limite. Je suis arrivé en tant qu'étudiant en médecine épuré. Qu'est-ce que je dis épuré? C'est euh, libre de certains mécanismes de défense de performance, c'est-à-dire concrètement, ça prend quelle forme? C'est si j'ai envie de faire un gâteau au chocolat à mes collègues, je fais un gâteau au chocolat à mes collègues. Et c'est tout. Et je ne me pose pas mille questions, mais qu'est-ce qu'ils vont se dire est-ce que c'est le bon dosage de chocolat? Ou est-ce que c'est le bon moment? Ou est-ce qu'ils vont apprécier mon gâteau? Non, j'ai envie de faire un gâteau pour les collègues, et j'étais déjà comme ça ado. La veille de vacances, quand il y avait le dernier samedi et le dernier contrôle de maths, j'avais apporté un gâteau au chocolat fait maison et comme ça, on mangeait un truc tous ensemble pour fêter les vacances. Et ben, cette même spontanéité, c'est en quelques guillemets retourné contre moi parce que de temps en temps, je jouais au Scrabble avec les patients, je jouais à la belote avec les patients, je jouais à la mosaïque, enfin pas je jouais, je faisais des mosaïques avec eux, ou même une fois, j'avais fabriqué un petit crocodile avec du fil de pêche et des perles, grâce à l'ergothérapeute que je remercie. Et puis un jour, j'ai fait une balade dans le parc de l'hôpital avec une dame qui a duré, je sais pas, 40 ou 45 minutes. Je ne pensais pas ce que ça générerait comme déferlante de humiliation publique derrière. Comment s'engager auprès des gens et continuer à faire mes belotes et mes perles quand je me fais humilier en staff par le patron qui dit que c'est inadmissible de se balader 45 minutes dans le parc de l'hôpital avec une patiente. Que vont dire les autres? Un médecin n'est pas censé faire ça. Et puis en plus, si vous le faites pour elle, pourquoi vous ne le ferez pas pour les autres? Bah, je pense qu'il n'était pas au courant de ce que je faisais à côté pour les autres. Sinon, j'en aurais pris encore plus plein la gueule. Parce que c'est quand même pas sérieux de jouer aux perles et de faire de la mosaïque quand on est pris dans le monde de la performance. Cette expérience a été fondatrice pour moi. D'abord, elle m'a détruit pendant un moment.
mais il fallait quelque part accepter d'être détruit pendant un moment pour pouvoir questionner en un doute pertinent. Est-ce que finalement il avait raison? Est-ce que j'ai pas fait une connerie en allant me balader dans le parc de l'hôpital? Bon, Bah, si tu me permets, Stéphane, juste, vas-y. mais juste, ça me fait dire que est-ce que il s'agit, on n'est pas en train de parler à travers ton exemple, justement, on était sur les représentations, on parle des représentations et une des peurs aussi chez certains professionnels. Je refais le lien avec la pratique, mais une des peurs chez les professionnels, c'est d'une certaine manière de dégrader ou de ternir ou, leur statut. Donc, le statut, quand je parle du statut, c'est-à-dire le statut professionnel, c'est-à-dire dans une pratique un peu différente, innovante, euh, qui va venir mettre à mal, comme tu dis, on avait dit, il y a une époque, il y en a qui ont parlé d'un dire un président ne devrait pas faire ça, tu dis un médecin ne devrait pas faire ça. On est bien d'accord qu'on est sur les représentations et qu'on sait très bien, nous tous, que ces mêmes représentations, c'est celles qui font obstacle, qui nous bloquent et qui inhibent notre créativité. Alors oui, c'est vrai que pouvoir désamorcer ça, déconstruire nos propres représentations vis-à-vis de nous-mêmes, de ce que les autres peuvent attendre de nous, et y compris parfois aussi de ce que les patients peuvent attendre de nous en termes de représentation à travers la pratique de l'hypnose, et que parfois ça crée d'une certaine manière, dans un premier temps, je crois, des fois de la déception. J'ai des exemples comme ça de patients qui m'a dit, mais en fait, vous m'avez pas fait d'hypnose, en fait. On n'a fait que discuter. Évidemment, les perceptions, puisque c'est beaucoup plus subtil que ça, on le sait bien, mais une grande déception quand même, en disant, vous n'avez pas fait de l'hypnose, parce que tu parlais d'hypnose de spectacle tout à l'heure, mais moi j'ai aussi des exemples de gens, c'est-à-dire que ils disent, voilà, l'hypnose, il doit y avoir un côté spectaculaire et je dois le ressentir euh, à la fin. Donc Ouais. voilà, ça m'évoque mon propos Alors, ben oui. essentiellement sur la Et représentation. s'autoriser à décevoir les gens, ça fait partie, je pense, du job. Et d'entendre derrière leur déception, leur représentation, c'est plutôt ça qui est intéressant. Ah, vous êtes déçu, très bien. Quelle représentation est-ce que vous portiez là avec vous qui vous amène à être déçu? C'est bien qu'on en parle pour recadrer ça. Recadrer pas dans le sens les engueuler, mais recadrer dans le sens faire changer de point de vue sur cette représentation. Et du côté du thérapeute, je dis pas qu'on peut se dépouiller de nos peurs entièrement, parce que j'ai toujours peur de me faire staffer et humilier en public, j'aime pas ça. Mais comment dire, de s'autoriser quand même les essais-erreurs. Je pense qu'il y a des petits Ericsson en nous tous, plutôt que de juste lire Ericsson en disant ah là là, mais quel génie, vraiment, il a fait manger de l'huile de morue, vraiment, quel génie. Non, il fait des essais-erreurs. Et je pense qu'on peut tous s'autoriser petit à petit à aller dans cette direction-là de l'essai-erreur, puisque chaque patient est différent, chaque interaction est différente. Et quand je donnais l'exemple de la belote, bah, c'est vrai que je jouais à la belote avec une personne en particulier, pas avec les autres. Et c'est un truc comme ça, de l'ordre de, dans la synchronisation de ce qui compte pour la personne, de ce qu'elle aime faire et de comment accéder à cette action engagée, s'autoriser à se tromper et donc à décevoir les gens. Et c'est un des trucs pour lesquels les internes m'ont beaucoup remercié quand j'encadrais encore des internes, c'était de pouvoir les aider à s'autoriser à tester des trucs, y compris à accompagner un patient dans le métro s'il a peur du métro, et je veux dire, à vraiment le faire, pas juste parce qu'il y a un bouquin qui a dit qu'on le fait, de le faire vraiment, et que c'est pas la fin du monde, ou de faire une visite à domicile pour aider la personne à mettre de l'ordre chez elle parce qu'elle n'y arrive pas toute seule, et qu'elle procrastine. C'est un truc, je veux dire, c'est s'autoriser, et puis même si ça n'a pas marché, ce qui était le cas d'ailleurs dans ce cas-là, cette visite à domicile n'a pas du tout marché, mais quand même de se l'autoriser. C'est-à-dire, euh, c'est pas grave, j'ai fait un truc un peu différent en respectant un cadre éthique. On fait pas n'importe quoi. Quand on fait des visites à domicile, eh ben, on respecte quand même le domicile des gens. On leur demande si on enlève les chaussures, je sais pas, on demande, c'est OK, on touche pas les affaires sans qu'ils soient d'accord. Enfin, je veux dire, on respecte l'espace de la personne, mais ça n'empêche que ça peut être très utile, par exemple. Ou s'autoriser une pause. Parfois, quand je discute avec eux, je leur dis, ah, moi, il y a plein de patients, je fais souvent une pause au milieu de la session. Hein. Je leur dis, ah, excusez-moi, pause, j'ai besoin. Et parfois, c'est eux-mêmes, je leur demande, est-ce que vous avez besoin d'une pause? On prend 5 minutes, on va dehors. Et on ne fait rien, on va prendre l'air 5 minutes, et c'est OK. Et, vas-y, Excuse-moi. là, vas-y. Oui, je rebondis sur ce que tu dis, Stéphane. C'est étonnant que euh, la SRR, qui est quand même la base
de nos tout premiers apprentissages et qui relève en fait, de l'ajustement et, et qu'il n'y a pas il y a pas d'ajustement sans essai-erreur. Sinon, ça laisse entendre qu'on peut s'ajuster d'emblée tout de suite. Et ben voilà. Ben, oui, oui, non, mais complètement. Sinon, ça voudrait dire que, je veux dire, on est. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait être dans un accordage unique et parfait, Et pour parfait, toujours. par exemple. Mais évidemment, ce qui fait émerger la beauté, justement, la beauté du travail thérapeutique, c'est justement c'est tout ce jeu de va-et-vient, d'ajustement, parce que je reprends le terme. Et c'est pour ça que je pense, je ne sais pas d'où elle vient cette expression, mais en tout cas, c'est une expression que j'utilise parfois, que ce soit aussi bien au contact des patients que des collègues voilà, en formation. C'est de dire, le pire pour un thérapeute, c'est de se prendre pour un thérapeute. Évidemment, ça demande de- une explication, hein. Oui, Encore une fois, c'est de rester uniquement dans les attendus. Euh, le Oui. risque d'être uniquement dans les attendus en termes de représentation chez le thérapeute, y compris à travers la pratique de l'hypnose, bah, je dirais, c'est à la limite, on finit en tant qu'agent de normalisation, quoi, d'une certaine manière. Donc, ça laisse plus de place justement à la nouveauté et à la spontanéité. Et c'est comme ça je veux dire, ce qui est ressourçant, c'est de permettre de faire cette expérience, mais nous aussi, d'être surpris dans ce qui va émerger. C'est ça quand on dit le côté, et qu'on parle du côté émerveillement. Mais l'émerveillement, il est bien évidemment aussi du côté du thérapeute qui se laisse surprendre euh, par ce qui est en train de se dérouler et de se déployer. Ça, c'est salvateur, je dirais, c'est thérapeutique, y compris pour le thérapeute, clairement. oui. Et il y a des erreurs graves, il y a des erreurs non graves. Pareil, un des messages que je disais souvent à mes étudiants, c'était faites plein d'erreurs non graves. Et la plupart des erreurs qu'on peut faire, elles sont pas graves. À partir du moment où on les reconnaît, et on les nomme et on peut même s'excuser. On dit, ah bah excusez-nous, désolé, on a fait une erreur, c'était pas la bonne idée à faire. C'est beaucoup plus simple que d'essayer d'avoir bon tout de suite. Mais par contre, éviter les erreurs graves, bah, éviter les erreurs graves, c'est qui entraînent la mort, la mort du patient. Il vaut mieux éviter des interventions qui déclenchent la mort. Donc, je leur disais, s'il vous plaît, quand vous prescrivez, bah, faites attention à vos dosages, s'il vous plaît, quand même, au cas où le pharmacien se planterait aussi. Il y a des erreurs graves. Il y a des erreurs graves pour moi aussi qui reproduisent la psychopathologie du patient, comme quand certains thérapeutes, sous couvert de tomber amoureux, ça arrive, ça, dans l'histoire de l'hypnose. Tomber amoureux de mon patient et on a créé un couple, on couche ensemble. Ben, ça, par exemple, c'est très délétère, ça. Ça rejoint une question là qui était dans le chat. Ça, c'est très délétère. Ça aggrave le cas du patient. Mais quand je parle d'erreurs non graves, c'est de s'autoriser des choses que finalement beaucoup de soignants ne s'autorisent pas, qui sont des petites choses toutes bêtes, comme la pause en milieu de séance, comme la sortie dehors, comme la balade, comme... euh, là, je pense à une dame il n'y a pas longtemps, ben, mardi, c'était son anniversaire, et en ce moment, je cuisine beaucoup parce que je suis candidat au CAP 2025, CAP de cuisine. Et donc, vraiment, j'ai une dose de production supérieure à la demande à la maison. Et donc, c'était son anniversaire, et puis j'ai apporté un bout de ce que j'avais préparé et on l'a partagé. Mais avant de le sortir, je lui ai demandé, j'ai dit, vous savez, là, je cuisine beaucoup en ce moment, est-ce que vous voulez qu'on partage un bout, comme c'est votre anniversaire aujourd'hui? Et elle aurait pu dire non, ça me met mal à l'aise, je déteste mon anniversaire. Donc ça aurait été une erreur, c'est pas grave, je vais quand même le manger, hein, en fin de journée, y a pas de problème. Et moi, elle a dit, ah non, c'est vachement cool, c'est super sympa de partager avec moi ce que vous avez cuisiné pour la manger. Voilà, c'est ça, quand je parle d'erreur non grave, c'est de prendre un risque, mais qui n'amène pas un danger pour le patient, d'autant plus si on lui demande d'abord si ça l'aide, si ça lui convient, si ça lui fait du bien. Oui, quand je t'entends, Stéphane, effectivement, quand tu dis d'erreurs graves, tu pars aux extrêmes. En même temps, j'ai l'habitude de dire en formation que dans le cadre de la thérapie, et je vais le mettre à partager avec vous, Mm. dans le cadre de la thérapie, pour moi,
l'erreur grave, là, qui est l'erreur grave par excellence, c'est de persister dans l'erreur Ah ouais. et de Mm. pas et de pas prendre appui sur l'erreur pour se réajuster. Ouais. Ce qui consisterait à euh, persister dans l'erreur, c'est-à-dire c'est Ça y est. réaliser que là, nous empruntons une voie qui n'est pas utile, productive, qui ne va pas dans le sens de ce qui est, de ce que l'on s'est fixé. Euh, et donc, ça veut dire, à ce moment-là, de continuer dans cette direction-là, ça voudrait dire prendre le pouvoir euh, et y aller, je veux dire, en forçant les choses. Euh, donc, ça veut dire que là, on est dans une, enfin, en tout cas, le risque, on est déjà, ou peut-être qu'on est déjà à ce moment-là dans une rupture de lien qui est absolument plus OK, et qui est absolument pas OK, et aux antipodes, justement, d'être dans un souci de mettre au centre la relation à ce moment-là, quand il s'agit de persévérer, quand on persévère dans l'erreur. Alors, parfois, ça arrive, on le voit bien, des fois, en thérapie. Fois, on s'en rend pas compte tout de suite, en fait. C'est-à-dire une fois, deux fois, euh, on peut imaginer que, euh, non pas que l'on évitera ce genre de choses, mais qu'on puisse s'en rendre compte le plus tôt possible. Euh, et peut-être qu'effectivement, l'expérience permet de réaliser ou d'observer qu'on est dans une voie qui peut-être mène à une impasse plus tôt. Mais euh, oui, Oui. d'imaginer qu'on n'y sera pas, ou qu'on ne connaîtra pas ça un jour, ça c'est clairement c'est un leurre et un piège pour le thérapeute. Mm. On en avait parlé une fois ensemble sous la forme de rester en posture d'observateur, déjà, de ce qui se passe chez nous. Et je rajouterais aussi le feedback. Le feedback régulier, de poser la question. Où on en est de notre travail? Comment ça avance pour vous? Je veux dire, il y a- je vais citer des choses dont j'ai déjà parlé à la demande de Julien Bedbez, qui m'avait demandé d'intervenir sur comment devenir un meilleur thérapeute. Et il y a plusieurs études comme ça, dont une qui avait demandé à des gens, est-ce que vous pensez que vous êtes inférieur, moyen ou supérieur à la moyenne des thérapeutes? Et plus de la moitié pensaient être meilleur que la moyenne. Donc c'était un constat un peu problématique. Et parmi ceux qui étaient vraiment meilleurs que la moyenne, justement, ils réfléchissaient à l'inverse. Ils ne pensaient pas qu'ils étaient les meilleurs, mais ils étaient dans une perpétuelle remise en question de est-ce qu'on fait, c'est bien, est-ce qu'on avance dans la bonne direction, et du coup, demander régulièrement aux patients un retour. C'est-à-dire, là, ce qu'on fait, ça va dans la bonne direction pour vous, c'est-à-dire, bah, euh, soit vous avancez dans votre problématique, ou soit au moins vous vous sentez un petit peu mieux. Enfin, voilà, vous avez l'impression d'avancer, vous avez l'impression qu'on parle de ce qui est important pour vous, vous vous sentez respecté dans ce qu'on fait, des choses comme ça autour de l'alliance et autour des objectifs thérapeutiques régulièrement, plutôt que de croire qu'on avance alors qu'en fait non, voire pire, on s'enfonce avec ce qu'on est en train de faire et on s'en rend pas compte. Et parfois pendant plusieurs séances, allez, on s'en rend pas compte une séance, deux séances, ok, mais 4, 5, 6, 10 séances, on se rend toujours pas compte que ce qu'on fait, ça marche pas, voire ça enfonce. Là, il y a un problème. Et ça amène à pouvoir s'autoriser à mettre un stop et à dire bah, je fais autrement ou même on arrête. Je suis désolé, je ne fais pas bien pour vous, ça s'enfonce. Qu'est-ce qui fait qu'on continue ou est-ce qu'on s'arrête? Et parfois, c'est ok de s'arrêter. Mm. Ou il y a encore une alternative, c'est d'aller en supervision. Là, je mets ça dans faire autrement. Tu vois, supervision, en parler des collègues, faire autrement, essayer autre chose. Ça, c'est très précieux. Effectivement, pour vous rejoindre, on le sait bien par rapport à ce que tu cites, Stéphane, et ce que tu viens de dire, Eric, euh, je veux dire, comment favoriser, augmenter ou améliorer, encore une fois, la qualité de la relation thérapeutique. Bien sûr, elle passe par, en tout cas, créer des conditions à l'impossible n'est tenu, mais en tout cas, au moins chercher à créer des conditions pour aller dans le sens de la sécurité, de la confiance, de l'engagement et évidemment aussi chez le thérapeute. Et c'est toutes ces, je vais dire, ces contextes enfin, de supervision, de formation qui permettent justement de favoriser une pensée réflexive, c'est-à-dire euh, d'avoir un regard sur soi en tant que thérapeute. Moi, plus le temps passe et plus je me dis que c'est cette dimension-là, en fait, qui est vraiment à l'œuvre
et qui est un travail, mais de longue haleine, voire auquel on n'arrive jamais au bout, hein, véritablement, je crois. Mais de cette position, voilà, de recul et décentré qu'on peut avoir sur soi, d'une certaine manière, oui. Euh, il y a le thérapeute, il y a le patient, mais il y a le thérapeute qui observe l'ensemble, et y compris lui-même, et d'être dans ce dialogue permanent euh, qui va favoriser justement après des retours, des effets, des ajustements, des corrections, quand c'est nécessaire, en tout cas à chaque fois qu'on peut s'en rendre compte. Hein, ça me paraît, euh, ça me paraît important. Il y a une question que j'aurais aimé partager avec vous. Mm. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée que peut-être que la présence de l'hypnose dans l'espace social et chez les thérapeutes et la pratique de l'hypnose euh, n- n'aurait pas aussi à voir avec un besoin chez les thérapeutes de retrouver une forme d'authenticité et qu'en même temps, euh, à la fois il y aurait ce besoin et à la fois euh, cette authenticité comme ressource du thérapeute dans la thérapie pourrait faire peur à un certain nombre de thérapeutes. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette idée. Bon, enfin, pardon, si tu veux répondre, Stéphane, je sais pas, mais j'allais dire moi, un début de réponse, en tout cas, spontanément, ce qui me vient, c'est que c'est pas anodin si depuis des années, et on en a l'expérience, on forme, y compris on forme des professionnels de santé, je veux dire, parce il y a, je veux dire, il y a une centration, un regain, enfin, je dis un regain, et je pense qu'il a toujours été quelque part, mais un intérêt marqué pour y compris, là je fais référence plutôt aux soignants qui sont dans des soins techniques ou enfin, dans les soins somatiques plus particulièrement, et ce besoin de remettre du lien et de la relation dans le soin, aussi court qu'il puisse être dans l'accompagnement, ne serait-ce que dans un acte technique, peu importe, même s'il dure peu de temps, ou qui soit de plus longue durée, besoin de remettre, qu'il y ait du lien et d'intégrer et de mettre que les soins relationnels soient présents, y compris notamment dans les soins techniques. Ça nous surprend moins peut-être dans les approches quand on est dans la sphère psychologique, psychothérapique, psychiatrique, peut-être que ça nous surprend moins, mais évidemment que oui, il y a ce besoin, d'une certaine manière, de nouer la base, quoi, en fait. C'est-à-dire, c'est quand même, je veux dire, euh, être en relation dans un cadre thérapeutique, c'est prendre soin. Et prendre soin, c'est s'occuper de la relation. Enfin, c'est la première réflexion qui me vient, en tout cas. Il y a un truc qui me vient aussi dont je voudrais vous témoigner en retour de ça. C'était il y a longtemps que j'avais vu ça, un truc de l'ordre de qui se ressemble, ça semble. On a tendance à s'auto-influencer les uns les autres. Et donc les gens avec qui on traîne, bah, on a tendance à devenir comme eux, comme quand on est ado. Et, et pour accueillir l'authenticité sans avoir peur, bah, c'est bien de s'entourer de personnes qui ont aussi ce même aspect relationnel. Alors que bah, entre dépressifs, on peut s'enfoncer dans la dépression. Entre anxieux, on peut s'anxiéter. Je sais pas si ça se dit. Et là, dans la salle, je voyais, là, j'ai regardé vite fait la liste, je voyais au moins 7 personnes que je connais et qui ont déjà, d'une manière ou d'une autre, partagé des expériences avec moi. Ça les associera à une phrase que je dis parfois qui commence par un mot que je ne peux pas dire, je pense, en public, enregistré, qui commence par F en anglais et qui est une exclamation assez forte, qui commence par F, les représentations sociales. Et quelque part, je me dis que pour s'autoriser cette authenticité, ce partage, il faut aussi s'entourer de personnes qui nous autorisent cette authenticité, que ce soit dans nos choix de nos collègues, que ce soit de nos partenaires, que ce soit dans ben voilà, dans le choix de ce webinaire. C'est pas anodin que Stéphane, tu te tournes vers moi ou que j'accepte de parler avec toi en présence d'Éric de ce sujet. C'est pas anodin. Et comme dit Marie-Noël, exactement.
notre authenticité entraîne celle du patient ou celle de nos collègues, et vice-versa. Et vice-versa. Et, c'est-à-dire, quand on est avec des gens qui font des reproches ou quand des gens qui enfoncent et qui empêchent l'authenticité, bah forcément, nous, on va aussi faire la même chose. Ça se mélange, quoi. C'est vrai que j'allais dire, l'expérience de l'authenticité, je dirais, passe par euh, la capacité, euh, de manière congruente, je vais être précis, c'est pas à tout crin, mais l'authenticité passe de manière congruente par à certains moments le dévoilement, hein. Parce que d'une certaine manière, je pense que beaucoup de dire, mais moi je suis authentique, c'est-à-dire je suis vrai dans ce que je fais, c'est-à-dire je ne suis pas en train de raconter des histoires ou de mentir, hein, vous voyez. Mais on sait bien aussi que dans l'authenticité, elle implique aussi un partage, et ce partage, il est parfois sur des choses qui vont être plus personnelles. On a l'habitude de dire que chez chacun de nous, en tant que professionnel, en tant que thérapeute, il y a y compris une part patient, une part de thérapeute blessé. C'est des, des expressions qu'on utilise et qui sont porteuses de sens. C'est-à-dire que c'est pas juste des expressions, c'est-à-dire que c'est partager avec l'autre sa fragilité, ses vulnérabilités, pouvoir témoigner de ce qui nous touche dans ce qui est en train de se passer, dans ce que l'autre est en train de nous évoquer, et témoigner en disant et ce que ça évoque, ce que ça raconte chez moi, ce que ça active comme expérience vécue, euh, euh, eh bien, je pense que là, oui, dans ces moments-là, ces moments privilégiés, un peu uniques et qui ne sont pas systématiques et qui ne portent pas que là-dessus, je veux dire, hein, mais sont des moments de bascule, ce qu'on appelle en thérapie des moments critiques, c'est-à-dire des moments forts de bascule et qui ne peuvent que participer à activer le renfort du lien, de la relation, et de pouvoir en retour aussi activer chez le patient des expériences, comme on l'utilise en thérapie, cette fameuse expression d'expérience correctrice. Je ne sais pas trop si c'est bien enfin, l'utiliser, mais enfin en tout cas, d'apprendre à pouvoir ressentir les choses autrement parce qu'en fait, ça passe par la présence de l'autre chez beaucoup de nos patients, chez qui, en fait, euh, euh, ce qu'ils ont pu dire ou ce qu'ils auraient exprimé, souvent a été d'abord un cri dans le vide, sans qui personne à pouvoir avec qui le partager de manière sincère et authentique. Et que parfois ça passe par, et ça, le modèle, quand je parle de modèle, évidemment, je ne parle pas de modèle, je parle d'un modèle perfectible. Et c'est aussi ça, je veux dire, pour moi, un phénomène hypnotique, c'est euh, dans la congruence, eh bien, à ce moment-là, comment le thérapeute, comment le patient va pouvoir aussi s'approprier une manière de faire qui peut être fait sans, je veux dire, sans retour de bâton dans un contexte de sécurité. Et ça, je pense que c'est essentiel aussi quand on parle d'authenticité et ce qu'on y met à l'intérieur, le dévoilement de soi. C'est ce que je disais. Ouais, si ça suscite. Le temps passe vite, hein, et on finit Oui, pas. Ouais. ça met Stéphane dans le silence. Mais c'est Ouais, bien. ça me met un mouvement double. Ah, C'est ouais. Ça met, étonnant. Ça m'a ouais, hypnotisé, ça m'a à moitié hypnotisé et en même temps, ça m'a en même temps détendu. Et je ressens de la faim. Donc je trouve ça rigolo. Mais peut-être qu'il est voilà. temps maintenant de pouvoir, je sais pas, amener une Ouais. petite conclusion à votre échange. Hmm. Pour conclure, c'est bien de se dire, je sais pas, partager quelque chose peut-être. Partager quelque chose, une petite expérience. Deux choses, je voudrais partager.
La première, c'est un peu ce que je vais tirer de cet échange aussi, parce que c'est toujours un partage, ça va dans tous les sens. Et donc, même quand on débat, ben, à part ne pas se battre, quand même, on en tire quelque chose. Je tire le fait de prendre son temps. Voilà. Il y a quelque chose autour de prendre son temps, pas juste dans le soin, mais dans le temps de réfléchir, le temps de comprendre ce qui se passe aussi pour nous, dans la question des peurs, et aussi dans ce qui s'est joué dans cette interaction, dans le fait qu'on construise ce webinaire. On peut partager ça. Quelque chose autour de ce même mélange de peur, d'engagement et d'authenticité, le jour où on déjeunait et où, Stéphane, tu m'as dit, est-ce que ça te dit de faire un webinaire? Ah bon? Avec quelle intention? Sous quel format? Comment on pourrait faire ça? Et qui a réveillé les mêmes sujets, qui nous a amenés jusqu'à être là à le faire ensemble. Et j'ai passé un bon moment, partagé. Quand je vois les commentaires des gens, en tout cas ceux qui ont écrit, je vois qu'ils ont passé aussi un bon moment, partagé. Et je repars avec ça. Mm. Merci Stéphane. Ce qui vient chez moi, bien sûr, bien sûr, ce que tu as dit, euh, je, je suis parfaitement d'accord. Et euh, ouais, j'ai le sentiment que, évidemment, que c'était pas, vous allez comprendre, hein, c'était pas l'intention première, mais euh, on ne peut pas décréter les phénomènes. C'est-à-dire que j'ose espérer que dans notre pratique, les phénomènes sont des phénomènes émergents. Euh, on peut avoir l'intention, quand je parle des phénomènes hypnotiques, bien sûr, là, à ce moment-là, eh ben, notre échange, le dialogue, en prenant le temps de s'écouter, en laissant venir à nous la réflexion, parce que ben, nos échanges sont, j'espère que chacun le perçoit, tout à fait spontanés. Eh bien, ce qui se passe, c'est que en réalité, a émergé, c'est ce que je ressens. C'est des phénomènes comme l'intention, le prendre soin, l'absorption, euh, 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 des présences partagées. euh, je vous sens, je vous ressens, euh, voilà, très présent à cet instant. Euh, on a fait une expérience hypnotique. Voilà ce que j'ai envie de dire. Voilà. Eh bien, écoutez, Stéphane et Stéphane, ça fut un bon moment passé avec vous et nous allons remercier nos auditeurs de nous avoir écoutés. Euh, une petite excuse de ma part, dans la disposition, je n'ai pas eu accès aux questions, donc je n'ai pas pu les relayer, ce qui est inhabituel. Mm. Donc j'espère néanmoins que cet échange entre Stéphane et Stéphane vous aura enrichi. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à notre prochain Mm. webinaire. Merci à tous. Et Au merci revoir. encore. C'est trop mignon. Merci pour cette parenthèse. Anne se sent ajustée, rassurée. Stéphane et Stéphane, je suis fan. Merci Jean-Mathieu, c'est rigolo. Merci. Allez, Merci à tous. Bye Merci bye. à au tous. Au revoir. revoir.